je suis directeur du Centre de conservation et de réhabilitation du patrimoine architectural des zones classiques et subclassiques, plus connu sous le nom de CERCAS. Je suis encore aussi conservateur du site d'Aït Ben Haddou classé patrimoine mondial et point focal de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel. Moi, je représente donc un centre qui a été créé par le ministère de la Culture depuis 1989 en collaboration avec le PLU de l'UNESCO pour trouver des solutions aux problèmes de l'éclatement des architectures en terre et en pierre donc des régions de l'Atlas et des vallées présahariennes du Maroc. La création de ce centre, c'est la concrétisation déjà des travaux antérieurs. Les travaux antérieurs, à savoir l'inventaire qui a été déjà réalisé depuis 1974, donc 1975, par même le ministère de la Culture, et la concrétisation aussi de beaucoup de travaux des années 80, pour donc soit dans la proposition d'un nouvel habitat en terre, soit dans les travaux de restauration, et c'est la concrétisation également donc de l'inscription du site d'Aït Ben Haddou sur la liste du patrimoine mondial depuis 1987. On a déjà au niveau un peu qualitatif et quantitatif donc trois typologies importantes. Donc on a les villages communautaires. Donc le village communautaire, donc c'est un village qui est fortifié, fermé, entouré d'une muraille avec les tours de garde, avec une seule entrée. Et quelquefois, on rencontre 2 jusqu'à 4 entrées selon l'importance, donc que ça soit importance économique, politique, historique, etc. Et puis à l'intérieur, on a 2 espaces différents mais complémentaires. Un espace public et un espace privé. Donc un espace public, il est composé donc de la place de l'entrée déjà parce que l'entrée c'est une structure où il y a donc la maison du gardien, où il y a donc la forge et puis le premier niveau avec donc la tamsrit donc de la tribu ou la maison de la salle de la tribu, donc la salle de réunion, et puis on tombe juste sur la place publique et autour de la place publique il y a donc les espaces donc communautaires comme la mosquée, donc et quelquefois la bergerie collective, les hammams, etc., etc. Et à partir de cette place il y a donc les ruelles principales qui divisent toujours un peu le Ksar, soit en différentes parties. Et à partir un peu donc de ces ruelles principales, il y a des ruelles secondaires qui vont vers les espaces privés qui sont illustrés par des maisons. Donc des maisons habitées par les différentes donc, ethnies à l'intérieur un peu dans ce complexe un peu donc fermé. Et là, donc il est désigné soit en arabe par Ksar, pluriel Ksour, ou Igram, Igraman, ou Namazir. Donc, selon le contexte, selon la composition ethnique. Alors, le deuxième élément, ce sont les maisons, qu'on a dit toujours un peu les maisons fortes, soi-disant un peu d'un Kasbah. Un Kasbah parce que donc, ça c'est un concept qui est un peu donc, utilisé d'une manière erronée. Alors, c'est quoi c'est une construction monofamiliale d'une forme carrée, rectangulaire, avec 4 tours aux angles. Donc, avec aussi une seule entrée, donc c'est une construction aussi qui ne dépasse pas, donc, qui varie entre donc, 150 jusqu'à 200 mètres carrés, avec donc 10 niveaux, avec donc jusqu'à 3 niveaux, 4 niveaux, selon l'importance un peu de la famille, toujours un peu donc le rez-de-chaussée avec les animaux, avec donc le premier étage, le deuxième jusqu'à la terrasse, donc occupé d'une manière un peu donc qui est occupé par la famille selon un peu les saisons, donc d'une manière assez verticale. C'est la transhumance un peu de la construction. En hiver, on descend et en été, on remonte. Et puis, ces constructions sont apparues à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, avec l'éclatement des structures socio-historiques et socio-économiques dans la région. Et l'apparition un peu de ces familles-là qui ont donc, un pouvoir économique, qui sont arrivées à faire un peu de l'économie, etc., etc. Alors, pour se distinguer, ils se sont un peu retirés, donc dégagés un peu du Ksar pour construire soit à la lisière du Ksar, soit même juste à côté, soit dans des lieux aussi un peu donc dominants. Les paysages, donc la rivière, les terrains agricoles ou les habitations du Ksar. Alors, on a des types dans ces maisons fortes,
Donc on a des types, soit des maisons fortes avec des puits de lumière, soit des maisons fortes avec des couloirs. C'est-à-dire parce qu'à l'origine, ces constructions, elles étaient aveugles. Il n'y a pas de fenêtre. Donc pour avoir donc, de la lumière et l'aération, soit avec des ouvertures très étroites, soit avec ce puits de lumière. Et puis, dans les régions de l'Atlas, lorsqu'on est dans des régions assez froides, on a des kasbahs à couloirs. Donc toute la kasbah, donc soi-disant la kasbah, à Outi Rams, était complètement fermée. Parce qu'on est dans une région assez froide. Donc pour garder une certaine chaleur à l'intérieur de la construction. À partir du 19e siècle, surtout la deuxième moitié du 19e siècle, il y a l'apparition de ce qu'on appelle les demeures seigneuriales. Donc ça c'est les demeures seigneuriales, avec l'apparition de ces grands seigneurs de l'Atlas. Donc les caïds de l'Atlas, ils ont construit des bâtiments et des constructions assez larges. C'est toujours un peu de signe, si vous voulez calquer sur l'organisation du Ksar, et on les appelle aussi un peu donc les tirarmatines, ou donc la tirams, ou donc la kasbah, la demeure seigneuriale. Et là, on n'a pas assez de beaucoup de demeures seigneuriales aussi au Maroc. C'est très rare. On a donc les quelques demeures, soit dans les Hauts Atlas, surtout les passages des caravaniers, avec donc au long des gorges un peu profondes pour le contrôle des passages, soit dans donc entre donc la lisière des grandes confédérations et des tribus. Ça rentre aussi dans les luttes entre un peu donc ces composantes aussi sociales. Et puis, on a la troisième catégorie sur les greniers collectifs, donc qui étaient dans des déconstructions où des populations emmagasinent leurs récoltes et leurs richesses. Donc les richesses, c'est, si vous voulez, c'est des entrepôts. Et là, on les appelle dans le sus, donc le nom d'Agadir et Guidar, et dans nos régions de Ouarzazate, toujours Ighram ou Ighraman. Donc alors, Ighram, il peut désigner, selon un peu la situation géographique, un grenier, et dans la vallée, il désigne un village communautaire. Donc ça, c'est un peu la différence de l'utilisation un peu de ces concepts et de ces typologies qui existent un peu chez nous. Alors, ce centre-là, lorsqu'il a été créé, il a été créé dans l'objectif déjà donc d'intervenir, soit à travers des travaux de restauration, des travaux de réhabilitation, à travers aussi des études de différentes natures, donc des études historiques, des études anthropologiques, historiques, des études architecturales donc, qui se rattachent à ce patrimoine. Et aussi d'établir un peu donc, des partenariats avec des centres similaires, avec des institutions donc, aussi similaires, donc qui travaillent dans le même métier. Et aussi d'assurer une formation, donc une formation des gens, des MELM, donc des artisans dans le domaine de l'architecture en terre. C'est vrai que bon, les premières années des années 90 du XXe siècle, elles étaient très difficiles aussi parce que vous savez déjà pour la première fois, donc on a créé un centre dans le domaine, surtout dans une région donc, qui a connu un éclatement très accéléré depuis les indépendances, même si ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Alors la mission était un peu difficile et grandiose à l'époque. Alors on a commencé par 2 sites pour déjà de démontrer aussi l'importance de cette architecture, d'appliquer aussi les méthodes d'intervention dans les travaux de restauration. Et ces 2 sites choisissant Taourir, parce que nous, on est installés dans une demeure seigneuriale du XVIIe siècle au centre donc, de la ville. C'est la Tirarm du Taourir ou la demeure seigneuriale du Taourir. Et puis,
On a commencé par le site d'Ibn Haddou parce que donc, à l'époque donc, il est devenu donc, un patrimoine de l'humanité. Alors, durant ces premières années, c'était vraiment un peu des difficultés au niveau un peu d'intervention, au niveau de la conception, aussi de faire comprendre aussi à la population l'importance un peu donc, de cette architecture, aussi de ces travaux-là, et aussi la mission de cette donc, nouvelle institution. Alors, on a dû un peu passer à peu près 4 ans dans ce grand chantier. C'est vrai que nous avons récupéré déjà la Casbah du Taourir. Maintenant, c'est un patrimoine qui a été restauré à 70%. Donc, il ne reste que 30%. Et maintenant aussi, c'est que on voulait aussi à l'époque démontrer que une construction qui servait à l'habitat peut servir à d'autres fonctions aujourd'hui, soit des fonctions qui sont rattachées au tourisme, à la culture, à l'administration, etc. Et puis nous sommes aussi intervenus donc, sur le site d'Ibn Haddou. Après, en 1994, on a dit voilà, à l'époque on n'avait pas assez de connaissances, parce que que les inventaires sont limités. On a dit quand même, on travaille sur une vaste région, c'est-à-dire donc de Figui jusqu'à Dakhla, y compris les zones atlassiques, donc le moyen, le haut et l'anti-atlas, et puis un peu toutes les vallées, les palmeraies au-delà de l'Atlas. On a dit, voilà, on va commencer un travail grandiose, c'est celui un peu de l'inventaire, parce que, si on ne connaît pas un peu ce qu'on a, donc c'est-à-dire on ne sait rien, donc on n'a pas un peu d'informations sur ce qui existe chez nous. Alors donc on a fait beaucoup de travaux, beaucoup d'études, soit en partenariat avec des partenaires étrangers, soit avec des partenaires marocains, soit l'Institut le CERCAS lui seul. Et puis ça c'est la grande satisfaction dans ce travail-là. Donc d'avoir un peu des connaissances à l'échelle aussi nationale. Lorsqu'on évoque l'architecture de terre, donc on évoque un peu l'histoire de l'humanité. Donc déjà c'est... Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, au niveau même de l'UNESCO, vous savez, l'importance de l'architecture en terre est primordiale. 10% des sites qui sont inscrits totalement ou partiellement en terre donc, sont classés sur la liste du patrimoine mondial. Donc là, on peut évoquer un peu donc, des sites emblématiques de l'humanité, donc, soit en Afrique, soit dans d'autres continents. Et là, j'évoquerai un peu même, vous savez, Maroc, Ibn Haddou, à Tombouctou, Djiné, les palais royaux d'Abomey, dernièrement un peu les mosquées en terre du nord de la Côte d'Ivoire, et puis dans d'autres continents un peu donc l'utilisation de la terre, en Amérique du Nord, Pablo de Taous, etc. Il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'États aussi qui minent des réflexions pour le retour à la terre, pour le retour à nos origines. Le retour à nos origines, ça veut dire aussi, c'est déjà la reconnaissance, donc dans long processus. Ça veut dire aussi la reconnaissance d'une technique. Ça c'est, on dit technique parce que donc il n'y a pas une seule technique, c'est des techniques aussi depuis déjà longtemps. Donc si on lit un peu toute la littérature historique, beaucoup de civilisations, ils ont un peu donc créé des techniques pour donc réaliser des chefs-d'œuvre de l'humanité. Et puis aussi c'est la reconnaissance d'une organisation, parce que vous savez comment on compare un peu l'architecture aujourd'hui, c'est comme il pousse un peu de la terre. C'est pas comme aujourd'hui un peu les constructions en béton, toujours on voit les grues, c'est-à-dire il est tombé du ciel. Donc une architecture qui est tombée du haut, et puis un peu une architecture qui pousse, c'est-à-dire donc elle a des racines, elle a des origines. Ça c'est un peu tout le contraste un peu donc qui peut aussi mettre en valeur un peu donc cette architecture-là. Aussi, on dit toujours que l'architecture en terre, c'est le salut et la solution efficace pour beaucoup de pays du tiers-monde. Soi-disant, donc du tiers-monde, entre guillemets, du tiers-monde. Parce que, donc, vous le savez très bien, ça c'est, même si on essaie un peu de mépriser un peu cette architecture aujourd'hui, mais c'est une architecture déjà qui n'est pas chère.
une architecture qui est toujours un peu à côté de l'humain. Lorsqu'on évoque un peu même la notion un peu du patrimoine, c'est-à-dire on a déjà un legs du passé. Donc c'est-à-dire déjà legs du passé, il est porteur un peu de toute une histoire. Il est porteur d'une identité. Il est porteur aussi d'une organisation. Vous savez, d'une organisation, organisation sociale, économique, politique, etc., etc. Ça, si on parle un peu d'architecture en terre en tant que patrimoine. Alors, ce legs du passé, il est arrivé jusqu'à nous. Alors, pour nous, c'est un capital. Alors, si je parle un peu en termes économiques. Donc, ça, c'est un capital. J'ai toujours un capital. C'est une richesse, un trésor. Donc, je dois l'utiliser comme un peu un trésor donc, pour le futur. Alors, ce patrimoine, il nous enseigne. Il nous enseigne sur beaucoup de choses. Donc, il nous enseigne parce que celui qui n'a pas de patrimoine n'a pas de passé, n'a pas de présent et n'a pas d'avenir. Ça, c'est classique et donc on apprend toujours un peu dans les différentes écoles. Le patrimoine, on vit toujours encore avec, il est avec nous, il nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est, je dirais pas que vraiment qu'on a perdu beaucoup de choses. On est toujours un peu dans la situation un peu donc patrimoniale. On vit toujours avec cette architecture, on vit avec ces Ksour, on vit avec ces Kasbah, avec nos greniers. C'est vrai qu'ils ont perdu un peu leur âme à un certain moment, mais ils sont là et ça existe. On ne les a pas encore perdus parce que j'ouvre une parenthèse pour vous dire aujourd'hui, nous avons recensé à peu près 4000 villages communautaires. Donc c'est ce qu'on a. On a à peu près 800 Kasbah. Donc les Kasbah parce que donc ça c'est, je ne vais pas entrer dans les explications un peu parce que donc ça c'est un concept qui n'est pas un peu vrai. Donc, ça, c'est parce qu'il y a beaucoup un peu de concepts locaux, comme Tirams, comme beaucoup de maisons fortes, etc. Donc ça n'a rien à voir parce qu'on n'a pas trouvé comment un peu les désigner à l'époque du protecteur. On a dit voilà, on va appliquer un peu le concept de Kasbah sur toutes les constructions. Mais voilà, bon. Et on a un peu donc 800 un peu donc ces demeures-là, et puis on a à peu près 650 greniers collectifs. Ça c'est seulement un peu sur l'importance un peu de ces constructions parce qu'on peut avoir aussi un peu des mosquées en terre, on peut avoir un peu des zawiyas, on peut avoir des marabouts, on peut avoir aussi des forteresses, on peut avoir des tours de garde. Donc ça c'est une typologie assez surprenante. Alors pour vous dire un peu la situation aujourd'hui, comment elle est dans ces régions-là, dans ces régions atlassiques et subatlassiques. Donc c'est-à-dire, comme on dit sur le plan économique, on a assez. Alors, donc on a donc déjà beaucoup. Alors, c'est pour cela qu'on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, on dit voilà, ça existe chez nous. Donc il y a beaucoup, même si on intervient pas, c'est là où on rencontre un peu beaucoup de ces constructions. En plus, vous savez, cette notion de patrimoine est encore un peu, c'est une notion déjà nouvelle chez nous. Parce que c'est nouvelle, on a commencé déjà à parler du concept jusqu'à les années 80, la moitié des années 80 du XXe siècle, mais timidement, parce que l'État marocain a commencé à donner de l'importance au patrimoine déjà à partir de ces années-là, surtout donc en 1985, il a mis en place donc le premier institut du patrimoine au Maroc, c'est donc l'Institut national des sciences de l'archéologie du patrimoine. La première promotion, c'était en 1989, donc 90 plutôt. Et puis, en 1988, donc, on a créé la direction du patrimoine. Pour vous dire déjà que c'est à l'époque qu'on a commencé à parler déjà un peu de ce concept-là. Et puis, c'est déjà 30 ans, mais 30 ans dans la vie d'une nation, c'est rien du tout. Pour un concept aussi, c'est rien du tout. Alors c'est jusqu'à
déjà à partir donc 2006-2010 qu'on a commencé déjà donc à parler donc de patrimoine, que les gens ont commencé déjà à créer des masters, à enseigner un peu le patrimoine au niveau aussi des facultés au Maroc, des institutions, etc., etc. Mais encore, ça demande un peu plus de temps, un peu pour mettre en place un peu donc déjà le concept sur des bons rails pour déjà qu'on puisse donc aller plus loin. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la société humaine est dans une crise. Ce n'est pas comme Maroc, mais à l'échelle même internationale, on est dans une crise. On est dans une crise déjà climatique. Déjà, moi, je l'ai déjà vécu. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai appris, soit donc à travers la presse, la télévision, les multimédias, mais je vous dis, vraiment, je vous donne deux exemples. En 2010, moi j'ai vu un peu ce changement avec des orages terribles qui ont attaqué un peu donc la vallée, qui ont agressé un peu donc la vallée de l'Unila. Et puis 2014, c'était vraiment des moments très difficiles pour les architectures en terre, pour donc les villages, pour donc l'agriculture, pour les vallées, etc., etc. Aujourd'hui, également, on est dans une crise de l'espace aussi, au niveau de l'habitat, au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau des constructions, au niveau de nos villes. Alors, lorsqu'on dit le retour, c'est pas un retour parce que déjà, chez nous, il y avait une rupture. Donc il n'y avait pas de continuité après les indépendances, donc il y avait une rupture, donc on a cassé tout donc, et on a changé complètement un peu donc la situation. Aujourd'hui, le retour veut dire, donc déjà, on va gagner au niveau de l'économie. Déjà, au niveau de l'économie, comme vous connaissez, l'architecture en terre ne demande pas beaucoup aussi, parce que même si vous entendez, ou les gens disent voilà, que c'est cher, etc., etc., mais nous avons mené une expérience à Ouarzazate, parce qu'on a dit voilà, on va quand même arrêter avec tout ce qui se dit. Combien ça va coûter? Déjà, une très belle maison en terre au niveau de rez-de-chaussée. Donc, nous avons un peu donc, choisi un terrain de 150 mètres carrés. Et nous avons un peu construit une très belle maison avec tous les espaces, les constructions, donc avec ce que désire un peu l'humain. Et puis, ça n'a pas dépassé les 100 000 dirhams. Donc, 100 000 dirhams, c'est-à-dire donc, moins de 10 000 euros, même 9 000 euros. Donc, déjà, c'est déjà un gain très important là aussi, parce que et là dans des régions, parce que là déjà de construire au niveau un peu de rez-de-chaussée, donc R+1, ça pose pas aussi de problème, soit au niveau dans les régions un peu donc connues par des mouvements sismiques, etc. Parce que même dans la région, nous avons un peu des constructions qui datent de 3 siècles et qui dépassent les 15 mètres du haut, et qui résistent aujourd'hui. Même, toujours, il y a des mouvements, même dans les régions, il y a des mouvements, mais ça n'a jamais bougé. Ça démontre aussi toute l'ingéniosité aussi des constructeurs. Des gens, donc c'est des malams, des gens qui ont construit un peu donc, cette architecture. Donc le deuxième point, le plus important donc aussi à nos yeux, c'est aussi la terre, c'est un matériau qui n'est pas polluant. Donc, ne nous demande ni transformation, ne nous demande ni transport.
Donc il est toujours avec nous, il est toujours à côté de nous. Et il est l'accompagnateur un peu de l'humain, comme on a dit. Le troisième point, c'est toujours, moi je l'ai vu, je le vis aussi, donc aujourd'hui, c'est que moi j'habite dans une maison en ciment, à Ouarzazate. Mais déjà chez nous, l'été commence depuis la fin du mois de mai. Donc c'est-à-dire, on est dans la fournaise à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est-à-dire presque on est dans la moitié de l'année, c'est la souffrance. Alors surtout donc avec les maisons en ciment, la nuit on souffre, le jour on souffre. Alors, on a lutté beaucoup de temps aussi pour dire voilà, pour démontrer aux gens aussi l'importance de l'architecture à travers l'aménagement des villes. On a dit voilà, écoutez, toutes les villes du sud-est du Maroc, ce sont des villes nouvelles, modernes. C'est-à-dire, ils datent de la fin des années 30. Parce que si vous prenez Rachidia, Tinghir, Ouarzazate, Tata, toutes ces villes-là, c'était des postes militaires. À l'époque, lorsque donc, le protectorat est venu, c'était des postes. Donc, ils ont installé donc, des postes militaires. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé les Ksour, donc des villages. Alors, lorsque les villes sont agrandies, donc, on a rasé un peu de l'Exor, sauf quelques témoins qui existent encore. Alors, on a construit en béton. On avait un peu l'occasion, même jusqu'à les années 80, les années 90, on avait l'occasion donc déjà au niveau de l'aménagement de ces villes, pour proposer un peu une architecture qui répond à ces exigences. Alors, donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a raté un peu l'occasion avec l'histoire? Est-ce que ça reste encore un peu du temps pour rectifier le tir, pour récupérer ce qu'on peut récupérer? Je ne sais pas. Même si vous voyagez à travers ces villes-là, vous allez voir un peu sur toutes les façades, il y a des climatiseurs. C'est-à-dire, ça demande aujourd'hui une consommation d'énergie terrible. Ces villes-là, aujourd'hui, donc, pendant ces mois un peu de chaleur, ça demande donc beaucoup la consommation, beaucoup d'énergie. Et là, vous prenez un peu, donc c'est un territoire aussi assez vaste. Aujourd'hui, ces villes grandissent. Vous savez que Ouarzazate, ça dépasse aujourd'hui les 100 000 habitants. Est-ce qu'on a besoin d'une décision politique? Je ne sais pas, ça c'est des questions. Est-ce qu'on a un retard au niveau des formations aussi? Au niveau aussi de formation des architectes, des ingénieurs, de mettre en place des bureaux d'études? Est-ce que aussi on a un peu de moderniser aussi un peu toutes les techniques, les matériaux aussi, de travailler dans le même esprit, mais aussi de moderniser la chose, de mettre en place, parce qu'il faut quand même oublier un peu cette question aujourd'hui qu'on va récupérer, on va faire l'exo. Non, il faut aujourd'hui, parce que vous savez un peu cette question un peu d'Oxor et de village communautaire, un peu de ce patrimoine en général, c'est l'image d'une organisation. Une organisation politique, économique, sociale, culturelle qui n'existe plus. C'est-à-dire cette organisation qui a imposé son modèle. Alors là, on est dans une autre conception de la chose, dans un autre modèle. Donc, alors ce modèle-là, il nous impose un peu d'aménager encore un territoire, de mettre en place un peu des villes, etc., de nouveaux villages, des centres émergents. Mais on dit toujours, il faut aller avec la technique. Aujourd'hui, les matériaux, la technique, les moderniser, mais toujours un peu rester dans cet esprit-là, dans l'importance des matériaux, l'importance de l'architecture en terre, l'importance un peu donc de la terre comme matériau de construction. On peut aujourd'hui mettre en place tout un aménagement dans les vallées. Alors, il faut prendre aussi des décisions. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour ces vallées-là? Est-ce qu'on va continuer à mettre en place ce qu'on met aujourd'hui dans l'esprit un peu soi-disant moderne, donc, et de travailler sur les vallées comme on travaille sur les villes, les autres villes du Maroc, soit donc des plateaux, soit du côté atlantique, soit je ne sais pas, ou vraiment de travailler avec ces vallées-là dans un autre esprit, parce que ces vallées-là, elles étaient toujours fragiles. Depuis déjà, lorsque l'homme les a habitées, ils étaient fragiles. Mais autrefois, les gens, toujours, ils savaient maintenir un peu cet équilibre fragile entre la nature et la culture. Aujourd'hui, alors nous, on a brisé
un peu les héritiers de cette culture, on a brisé cet équilibre fragile. Alors, au niveau de l'exploitation de l'espace, au niveau de l'eau, au niveau des terrains agricoles, au niveau des palmiers, et même au niveau de l'habitat. C'est ça un peu aussi la grande question. Alors, est-ce que le développement de ces régions-là nécessite de revoir un peu tout ça, tout ce qui se fait aujourd'hui dans la région? Moi, je dis toujours que la première des choses, parce que les vallées sont en train de mourir, ça un peu, donc beaucoup de palmeraies souffrent aujourd'hui, c'est que au niveau aussi du droit, donc du droit, des textes juridiques, etc., la première des choses, c'est qu'il faut déclarer ces palmeraies, ces vallées pré-sahariennes comme patrimoine national, y compris les régions de l'Atlas. Parce que lorsqu'aujourd'hui on les déclare patrimoine national, ça change beaucoup. C'est-à-dire il y a des textes qu'on va appliquer, des textes juridiques, au niveau un peu de l'exploitation du terrain, au niveau de l'exploitation aussi de l'utilisation de l'espace, au niveau de l'exploitation aussi, l'utilisation de l'eau, au niveau de la construction, au niveau de l'aménagement du territoire. Le deuxième point, alors lorsqu'on va déclarer, on va travailler sur un modèle de développement. Un modèle de développement qui va prendre en considération cette fragilité de la palmeraie. Donc, au niveau encore de l'aménagement du territoire, des constructions, etc., etc. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, on doit reconnaître un peu les matériaux. Parce que même sur le plan juridique, le Maroc n'a jamais reconnu un peu les matériaux de construction. Ni la terre, ni la pierre. Parce qu'il y avait un grand vide juridique. Alors, là, vous connaissez un peu donc, le texte qui a été donc, voté donc, sur l'antisismique en 2013, mais ça reste toujours un peu donc, des textes d'application pour qu'on puisse un peu déjà travailler, même si ça reste encore un peu limite. Mais quand même, aujourd'hui, il faut que l'État travaille beaucoup sur tout ce qui est les textes juridiques, pour déjà la reconnaissance. Donc déjà la reconnaissance, aussi de travailler sur l'expérimentation aussi de la terre, parce que il y a un élément très important. Même si les gens, dans leur esprit, parce que la terre, c'est un matériau pauvre destiné aux pauvres. Toujours même dans toute la région ici, les gens ils comprennent un peu ça. Donc la première question qui m'a été posée à un certain moment dans ma carrière, quelqu'un dans la vallée de Raïl m'a dit « Monsieur, est-ce que vous habitez dans une maison en terre ?» Alors j'ai dit non. Alors il m'a dit « Pourquoi vous venez chez nous pour nous dire, voilà, il faut un peu retourner, donc en terre, etc. » Là, c'est une question qui m'a marqué. Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui sont en train, chaque fois, lorsqu'on leur donne le micro, « Ah, ces gens-là ne font rien, pourquoi ? Sauvegarde rien du tout, n'intervient pas, etc., etc., etc. » Mais le grand problème qui entrave nos interventions, c'est le statut juridique, surtout sur le patrimoine. Aujourd'hui, on n'a pas de solution. Nous, en tant qu'on est limité, l'État aussi, que jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à trouver la solution. Il y a beaucoup de ces constructions qui n'ont pas de papier, on ne connaît pas de statut, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Lorsqu'on a des papiers, donc on a beaucoup d'héritiers. Même à un certain moment, j'ai recensé plus de 60 héritiers dans une casbah. Alors, comment faire aujourd'hui pour un peu les mettre autour d'une table? Alors, pour eux-mêmes, ils préfèrent que de la laisser un peu tomber, donc s'effriter. C'est comme un peu, vous savez, du sucre. Et puis, la terre retourne à la terre. Et donc, la terre retourne à la terre et on est tranquille. Et là, il faut quand même un peu des efforts conséquents. On a fait une expérience et on continue un peu sur cette expérience. C'est-à-dire, par exemple, nous, en tant qu'institution de l'État, on a un peu des marchés, c'est-à-dire donc un marché ou deux marchés sur une année. On passe toujours, parce que là, on passe toujours par le processus un peu du marché public. C'est-à-dire donc toujours un peu sur les lois qui existent, donc il n'y a pas une loi consacrée vraiment au patrimoine comme ça, etc. Donc c'est pareil. Ce qu'on construit, c'est comme la restauration, etc. C'est que lorsqu'un entrepreneur arrive à avoir le marché,
Donc, il arrive avec son argent, non, on impose un peu de recruter les ma'lam ou les gens du village. Et nous, on leur assure une formation. On leur assure une formation. Et puis, c'est-à-dire avec les années, parce que nous avons un peu vécu cette expérience, beaucoup de gens de villageois, soit dans le cadre familial, soit dans le cadre un peu du village, sont parvenus à créer leurs entreprises. Alors maintenant, on a, si je ne me trompe pas, on a 5 entreprises qui ont commencé comme des apprentis aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà un plus. Déjà un plus, c'est-à-dire déjà un pas et un plus, c'est-à-dire vers l'avenir. Mais ces gens-là n'arrivent pas à trouver encore un peu un marché. C'est-à-dire, donc, la demande, elle est un peu assez limitée. Mais si on arrive déjà à mettre en place tout un processus déjà, donc, comme j'ai dit, dans un système de reconnaissance un peu de l'architecture en terre, ça oui, on peut quand même un peu donc aller vers la formation, donc de mettre en place toute une donc des équipes de mu'allam, de gens, aussi même au niveau académique, d'ingénieurs, d'architectes, etc., etc. C'est ça aussi un peu. Donc. Mais cette demande n'existe pas aujourd'hui. Elle n'est pas là. Elle est un peu limitée. Les gens ne sont pas aussi demandeurs, etc., etc. Je vous dis une chose encore, ça pour étayer un peu mes propos. C'est-à-dire lorsqu'on a reconnu un peu donc le texte juridique antisismique de 2013, de 2013 jusqu'en 2021, parce que nous on reçoit à travers l'agence urbaine des demandes d'autorisation de construire en terre. Depuis 2013, on n'a rien reçu. Pour vous dire déjà, en 8 ans, on n'a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas une demande. C'est-à-dire, donc, les gens, même dans les vallées et tout ça, mais avant, donc, il y avait des gens un peu qui criaient, qui râlaient, donc voilà, on veut construire en terre, etc., on construire en terre, retour à la terre. Mais lorsqu'on a mis en place un peu tout ça, donc on n'a jamais je crois, depuis 2013, on n'a jamais reçu de demande. Et ça, avant, on recevait encore, à travers un peu, donc à travers donc cette institution, donc on n'a rien reçu. Le tourisme, nous la considérons toujours comme un mal nécessaire. Le tourisme, un mal nécessaire. Mal nécessaire, pourquoi? Parce que dans la région, on est dans la fragilité. C'est-à-dire, la fragilité, on est dans la gestion de la rareté. La rareté à tous les niveaux. Donc, la rareté, l'eau, l'agriculture, etc., etc. Alors, à un certain moment, nous avons un peu reçu cette manne donc, de touristes qui est venue chez nous. Ça, c'est le tourisme du masse, même si on dit un peu, on est en train d'inventer des concepts verts, je ne sais pas quoi, le lait culturel, mais ça reste toujours donc un tourisme de masse. Moi, un peu des exemples un peu aussi terribles dans cette question-là. Alors, je dis toujours, nous, on est dans les vallées pré-sahariennes. Nous, on était des agriculteurs. La vallée, c'est toujours l'agriculture. Donc, c'est toujours le palmier, c'est toujours donc l'agriculture à degrés, c'est toujours donc au niveau donc un peu donc au niveau de la base, c'est la luzerne, c'est donc les légumineuses. Le premier étage donc c'est les arbres fruitiers, donc l'étage supérieur c'est le palmier. Donc ça c'est l'agriculture donc à degrés ou à étage. Alors aujourd'hui, il faut un peu développer cette agriculture, c'est-à-dire développer cette agriculture d'une manière ou d'une autre, et de prendre le tourisme comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire secondaire. Il ne faut pas quand même un peu construire tout un développement de une région sur une activité fragile, parce que c'est fragile. Moi, je l'ai vécu, et je le vis aujourd'hui dans ces régions-là. Aujourd'hui, on est avec le Covid, c'est terrible. Je vous dis que Ouarzazate, même dans les vallées, c'est plus pire que Marrakech, qui est un peu la capitale du tourisme au Maroc. Vous savez que 80% chez nous,
de restaurants et de cafés sont fermés. Alors, les 20%, ils tournent un peu lentement. Et puis, déjà, nous, la crise, on a beaucoup déjà depuis les 2004, 2006, 2010 jusqu'à aujourd'hui, au niveau des hôtels qui ont fermé, etc. Alors, chaque fois lorsqu'il y a un problème, au-delà de ces vallées-là, donc on souffre. Et la situation s'aggrave encore. Je vous rajoute un autre élément. Ça, c'est curieux et très important. C'est que même au niveau du patrimoine, moi, je gère depuis longtemps, on est envoyé par ce tourisme-là. Donc, on est envoyé, on a essayé beaucoup de trouver des solutions, soit de renforcer, soit aussi de définir des circuits, etc., etc. Mais on souffre encore. On n'arrive pas à trouver des solutions au niveau un peu de gestion de cette manne donc, de tourisme. On n'arrive pas à avoir donc un minimum de ce tourisme pour restaurer le site. Et je dis toujours, lorsqu'on classe un site ou lorsqu'on le fait sortir vers le tourisme, on le détruit. Ça, on a beaucoup d'exemples. Lorsqu'on est envoyé par le tourisme, parce que nos sites, nous, ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour recevoir. On doit déjà nous préparer pour aller voir le tourisme. Mais la situation aujourd'hui, c'est que le tourisme qui vient chez nous. Alors lorsqu'il vient, lui, chez nous, il nous écrase. Parce que nous ne sommes pas préparés. Nos sites ne sont pas préparés pour recevoir déjà ce tourisme. Mais danger, ça c'est, je le dis toujours, nous, on est dans une région d'agriculture. Lorsqu'on veut un peu donc modifier la région, on ne va pas gagner. On va dénaturer la région. Non, il faut quand même travailler sur une agriculture moderne, on n'a pas de problème. Une agriculture, je ne sais pas bio, mais il faut quand même inventer, il faut créer, il faut vraiment un peu donc déjà des idées, mettre en place des idées. Mais de construire une région sur une activité qui est fragile, ça c'est difficile. Et pareil pour le cinéma. C'est pas seulement parce que là aussi, lorsqu'on dit tourisme dans ces vallées, on dit aussi le cinéma. Mais ce sont des secteurs qui sont fragiles. Aujourd'hui, on veut que ces deux secteurs deviennent complémentaires. Mais ce n'est pas essentiel. Et c'est ça, tout le travail qui doit être fait aujourd'hui. Parce que, je vois la parenthèse pour vous dire, parce que le tourisme et le cinéma, c'est de l'argent facile. C'est du coup, c'est d'aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant. Donc maintenant, je gagne, etc., etc. Après, c'est fini, c'est foutu. C'est-à-dire, donc, je ne table pas donc, sur la continuité, sur le futur, c'est-à-dire sur la durabilité. Et c'est là, donc, tout l'enjeu un peu donc, de ces régions-là, aujourd'hui, devant un peu donc, ces politiques de développement. Nous, le plus important, c'est de proposer une architecture à base de terre. Une nouvelle architecture à base de terre. Pourquoi ? Parce que déjà, le retour un peu d'exploiter, c'est une question un peu d'esprit. C'est une question aussi psychique de la population. Vous savez, on a abandonné un peu. Donc, on a abandonné un village. C'est-à-dire donc un village complètement en ruine à 100%. Il n'y a personne qui va retourner dans la construction en terre. Même dans le village, parce que ce n'est pas la construction en terre en elle-même, mais cette organisation, cette forme aujourd'hui du village. C'est pas le même. Eux, on peut leur proposer donc, une construction en terre en dehors, déjà. Aujourd'hui, même un peu cette forme de XAR, un habitat compact, etc., ça serait un peu difficile. Ça serait difficile de prendre un peu tout ça, parce que je vous dis, on a beaucoup déjà assez, beaucoup. Et au niveau aussi de la superficie, c'est très lourd. Vous savez, un peu, on est dans les 2 jusqu'à 15 hectares, jusqu'à 20 hectares. C'est très difficile, c'est très compliqué. Le plus important aujourd'hui, qu'on n'a jamais fait, c'est qu'on n'a jamais proposé de modèle à la population. C'est-à-dire d'aller dans la vallée, de dire voilà, écoutez, on va vous construire une très belle maison. Très belle maison avec des techniques en terre. En terre, très bien. Alors les gens, ils voient,
C'est-à-dire toute la différence. Parce que chez nous-mêmes, si vous leur racontez un peu des histoires, etc., ils n'arrivent pas à comprendre. C'est très difficile de leur un peu changer les idées et de changer la mentalité des gens. Il faut un peu de génération. Mais vous allez venir et dire voilà, mais on a un modèle. C'est-à-dire dur, importante, climatique, pas cher, etc. Alors là, ils vont commencer à poser des questions. Mais oui, ces gens-là quand même, ils ont raison. Alors, ils vont commencer à faire déjà des comparaisons. Des comparaisons entre quoi et quoi? Entre déjà les maisons qu'ils habitent avec la proposition de modèles de construction en terre. Et ça, c'est pas seulement pour les maisons, mais pour les institutions de l'État. Parce que si vous venez en tant qu'État, déjà, et vous construisez une école en béton, vous construisez des sièges de communes en béton, c'est-à-dire vous, en tant qu'État, déjà des gens de l'État, censés protéger, proposer des modèles, vous ne croyez même pas en cette architecture. Vous ne croyez même pas en ces matériaux. Alors, moi, en tant qu'institution, je ne donne pas l'exemple. C'est-à-dire comment je veux que quelqu'un, moi, qui est bon, censé, j'ai de l'argent, j'ai les moyens, j'ai tout, je peux faire ça. Bon, je peux faire ça. Et j'ai un peu tout le droit de le faire. Et je ne le fais pas. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un, un habitant, lui, il va quand même un peu vous le proposer, il va dire, mais vous le faites même pas, et moi, je le fais. Bah, c'est vraiment, on est dans un déséquilibre au niveau un peu du discours aujourd'hui. Et c'est ça toute la problématique. Moi, j'ai vécu aussi des expériences avec beaucoup d'étudiants qui sont venus un peu faire des stages chez moi, à Ouarzazate. Et puis, à un certain moment, lorsqu'ils ont commencé à travailler, ils ont un peu déjà changé un peu donc le tir, et puis bon, ils sont allés dans tout ce qui est moderne, parce que, comme on a dit, avec les problèmes, avec la demande, avec la mise en place de ce matériau, etc. Donc ils ont dit voilà, on ne peut pas quand même aller dans une voie qui n'est pas claire. Alors, ça, déjà la prise de conscience de la part donc soit des ingénieurs, soit des architectes, soit des entrepreneurs, même si donc c'est assez rare, ça c'est un élément pour nous déjà très important. Alors, il faut aujourd'hui que les institutions étatiques accompagnent. Parce que s'ils n'accompagnent pas, ça serait très, très compliqué, très difficile. Comment? C'est-à-dire par un encouragement. Un encouragement, c'est-à-dire un encouragement de ces jeunes à travers l'encouragement de l'architecture en terre. C'est-à-dire déjà de mettre en place des mécanismes pour ces gens-là qui veulent travailler, soit quelqu'un qui crée un bureau donc d'architecture ou d'ingénierie qui soit donc déjà dispensé un peu soit d'impôts ou quand même de l'idée. Moi j'invente un peu des questions comme ça, des solutions comme ça, donc de l'idée pour prendre soin un peu de ce qui est fait. Aussi d'aider aussi tous les entrepreneurs aussi, les jeunes entrepreneurs qui travaillent aussi, de trouver un peu du mécanisme de faire aussi la différence entre celui qui travaille dans les matériaux locaux, dans la restauration, soit dans la construction avec les matériaux locaux, avec les gens qui travaillent dans le dur ou dans le bâtiment. Donc il faut trouver des mécanismes aussi de faire un peu la différenciation et d'aider l'un contre l'autre. C'est pas donc ça, c'est parce que aussi, même si moi je pousse dans ce sens-là, c'est-à-dire de valoriser déjà quelqu'un qui va commencer avec ces matériaux et encore de renforcer la formation. Donc de renforcer aussi la formation de ces gens-là, etc. Donc de mettre en place aussi toute une équipe aussi d'architectes spécialisés, d'ingénieurs aussi spécialisés dans les matériaux, donc des matériaux locaux. Mais je dis toujours, ça passe toujours par ce qu'on veut aujourd'hui, la vision des institutions de l'État. Où ils veulent aller? Qu'est-ce qu'ils veulent faire un peu de ça? Parce que même de venir de dire voilà le conseil, de donner le conseil, mais on donne le conseil et après le conseil.
Si les gens viennent, ils rencontrent un peu ces difficultés-là. Donc, à un moment donné, ils vont un peu, donc, ils vont lâcher, hein, ils vont lâcher prise aussi. Ils vont quand même un peu, donc, être frustrés. Et c'est ce qui fait que tout l'enjeu un peu, donc, de cette architecture. Donc, c'est vrai que j'espère que l'avenir soit un peu, donc, meilleur qu'aujourd'hui. Donc, pour cette architecture, pour ce patrimoine-là. Et j'espère aussi qu'il y aura un peu la continuité aussi de générations qui vont. Il y a des générations qui vont venir un peu prendre en main. Mais je dis toujours, il ne faut pas perdre le temps. Parce qu'on est dans la fragilité. On travaille sur un patrimoine fragile. On travaille sur un matériau aussi fragile. Si ça continue comme ça, donc il y aura rien demain. Donc, mais il y a beaucoup de. J'ai vécu avec ce patrimoine, avec cette architecture, des 30 ans là, donc 27 ans. J'ai vu beaucoup de constructions s'effondrer jusqu'à la disparition un peu donc totale.